Ma fiancée a exigé que je lui paie un loyer dans mon propre appartement. Je te fais payer un loyer maintenant. C'est mon appartement, aussi. Alors, je lui ai sorti un vrai contrat de bail, 3,2 cents par mois. Premier mois, dernier mois, et caution quand elle a vu les conditions. D'accord, Reddit. Accrochez-vous bien, car cette histoire est absolument dingue. Ma fiancée m'a regardé droit dans les yeux, et m'a dit qu'elle me faisait payer un loyer dans l'appartement que je possède, l'appartement que j'ai acheté il y a 6 ans et que j'ai fini de payer complètement il y a 3 ans. Oui, vous avez bien lu. Laissez-moi vous raconter comment ce désastre s'est déroulé. J'ai 32 ans, je travaille dans la gestion logistique pour une entreprise de distribution de taille moyenne. Rien de glamour, mais ça paie bien, environ 85,000 $ par an, et j'ai été intelligent avec mon argent depuis l'université. Je suis le gars qui apporte son déjeuner au travail, qui conduit une Honda Accord payée avec 120,000 miles au compteur, et qui lit réellement les petits caractères de chaque contrat. Mes collègues trouvent ça ennuyeux. Mon compte en banque trouve ça brillant. Il y a 6 ans, j'ai acheté cet appartement de 2 chambres dans un quartier solide. C'est un bon immeuble avec une vraie gestion, des voisins calmes qui restent dans leur coin, et c'est à 15 minutes de route du travail. L'endroit n'était pas chic quand je l'ai acheté. Il avait besoin d'un nouveau sol. La cuisine était restée coincée en 1997, avec ses étranges placards en chêne que tout le monde avait. Et la salle de bain avait cette situation de carrelage rose saumon, qui était apparemment le summum du style en 1983. Mais la structure était bonne et le prix était juste, 185,000 $, alors que des unités similaires se vendaient pour 210,000 $. J'ai passé la première année à le retaper moi-même. J'ai arraché la vieille moquette pendant un long week-end avec mon père. J'ai posé du sol stratifié partout. J'ai vidé la cuisine sur 3 week-ends. J'ai installé de nouvelles armoires blanches et des comptoirs en granit, que j'ai eu en solde au magasin de matériaux de construction. Je me suis même attaqué à ce cauchemar de salle de bain. J'ai cassé tout ce carrelage rose à la masse moi-même, et je l'ai remplacé par des carreaux de métro blanc modernes. J'ai appris la plomberie de base grâce à des vidéos YouTube et à un pur entêtement. J'ai remplacé les toilettes, le meuble lavabo, tout. J'ai fait des paiements agressifs sur l'hypothèque dès le premier jour. Chaque bonus, chaque remboursement d'impôts, chaque petit peu d'argent supplémentaire allait directement au capital. Mes amis achetaient des jet skis, partaient en voyage à Cancun, et louaient de nouveaux camions qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je faisais des doubles paiements hypothécaires, et je mangeais des ramen et du blanc de poulet pour le dîner. Ils pensaient que j'étais fou. Puis, il y a 3 ans, mon grand-père est décédé. Le cancer l'a emporté en environ 6 mois. Il m'a laissé un modeste héritage. Rien qui change la vie, mais assez pour compter environ 40,000 $ après les droits de succession et les frais funéraires. La plupart des gens auraient acheté un nouveau camion ou pris une année sabbatique pour voyager en Europe. J'ai remboursé l'hypothèque en totalité. Jusqu'au dernier centime. Je suis entré à la banque avec un chèque de banque et j'ai réglé ça en personne. Le jour où j'ai reçu ce relevé final de la banque, je l'ai encadré. Il est toujours accroché dans mon bureau à domicile, juste au-dessus de mon bureau. Solde 0. Propriété détenue libre et claire. Pas de banque, pas de propriétaire, personne d'autre que moi sur cet acte de propriété. Ce sentiment de propriété totale est difficile à décrire aux gens qui ne l'ont pas vécu. Entrez dans un endroit et savoir que chaque centimètre carré vous appartient. Pas de paiement mensuel suspendu au-dessus de votre tête. Pas d'inquiétude si les taux d'intérêt augmentent ou si vous pourrez payer l'hypothèque du mois prochain. Juste une sécurité financière pure et totale. À 29 ans, je possédais ma maison entièrement. Ce n'est pas de la vantardise. Ce sont juste des faits. Ma fiancée, amie, et moi sommes ensemble depuis 2 ans, et fiancés depuis 3 mois. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue du 4 juillet. Elle est assistante administrative dans un cabinet dentaire. Elle semble aimer son travail assez bien. Elle gagne environ 42,000 $ par an. Une fille gentille, jolie. Elle s'est très bien entendue avec ma famille dès le premier jour. Les choses ont avancé à un rythme raisonnable. Pas de cette bêtise de se précipiter dans tout. Elle a emménagé il y a environ 14 mois, après que nous soyons sortis ensemble pendant 10 mois. L'arrangement était simple, et semblait juste pour nous deux à l'époque. Je possède l'endroit entièrement,
donc elle ne payait pas de loyer. Cela n'avait absolument aucun sens de faire payer un loyer à ma petite amie alors que je n'avais moi-même aucun frais de logement. Au lieu de cela, elle contribuait aux charges et aux courses. Nous avons divisé ses coûts à peu près à 60/40, puisque je gagne environ 40% de plus qu'elle. Facture d'eau, électricité, internet, nourriture. Elle me faisait un Venmo de sa part chaque mois, sans même que j'aie à demander. $400 à $500 par mois semblait parfaitement raisonnable pour nous deux. Elle a apporté ses meubles dans la chambre d'amis, et l'a transformé en un petit espace de bureau pour elle-même. Elle avait son bureau de l'université, sa bibliothèque, et quelques plantes dont elle s'occupait toujours. Le reste de l'appartement est resté principalement dans mon style confortable, pratique, rien de chic. Elle n'a pas insisté pour tout redécorer avec des coussins et des bêtises décoratives, ce que j'ai sincèrement apprécié. Quelques touches ici et là, un nouveau rideau de douche, quelques décorations murales, 2 ou 3 plantes dans le salon mais rien de drastique. Ses vêtements occupaient environ la moitié du placard de la chambre principale. Ses articles de toilette alignés d'un côté du comptoir de la salle de bain, avec tous ces produits dont les femmes semblent avoir besoin, des trucs normaux de cohabitation. Nous avions une routine qui fonctionnait. Je faisais le café le matin avec ma cafetière à piston. Elle s'occupait généralement du dîner quelques soirs par semaine, rien de chic, mais correct. Les week-ends, nous préparions les repas ensemble, regardions des films sur le canapé, rendions visite à ses parents ou aux miens. C'était confortable, stable, le genre de relation qui ne vous donne pas des papillons, mais ne vous donne pas non plus de maux de tête. Nous nous disputions rarement sur quoi que ce soit d'important, et nous partagions les corvées sans trop de discussion. Je m'occupais des gros travaux. Elle s'occupait du rangement quotidien. Elle ne s'est jamais plainte de l'argent, ne m'a jamais demandé de lui acheter des choses chères, et je ne me suis jamais senti exploité jusqu'à mardi dernier. J'étais sur le canapé, en train de regarder le match des Celtics contre les Lakers. Un match serré, des allers-retours toute la soirée, le genre qui vous garde vraiment investi. Amy est rentrée vers 19h30. Elle était sortie prendre un café avec sa sœur Rachel pendant environ 2 heures. Rachel est l'une de ces personnes qui a toujours des opinions tranchées sur la vie des autres, mais qui ne semble pas capable de gérer la sienne. Divorcée 2 fois à 35 ans. Elle change constamment d'emploi entre des postes administratifs qui ne marchent jamais. Elle a toujours une nouvelle crise ou un drame. Sa voiture est saisie. Ensuite, elle se bat avec son propriétaire. Ensuite, elle a des dettes de carte de crédit qu'elle ne peut pas gérer. Mais c'est la seule sœur d'Amy, donc elles sont proches malgré tout. À la seconde où Amy est entrée, j'ai senti que quelque chose se préparait. Elle avait ce regard. Vous voyez exactement duquel je parle. Le visage du « il faut qu'on parle » qui fait immédiatement tomber l'estomac de tout mec. Le visage qui dit que tout ce qui est sur le point de sortir de sa bouche a été répété plusieurs fois. Elle n'a pas dit bonjour. N'a pas demandé comment s'était passée ma journée ou le match. Elle a juste marché droit dans le salon avec détermination, s'est assise en face de moi dans le fauteuil, a pris la télécommande sans demander, et a coupé le son de la télé. Le match était à égalité 98-98 avec 3 minutes restantes dans le 4e quart-temps. Elle s'est assise là, me fixant juste pendant 10 bonnes secondes, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. C'est là que j'ai su que c'était sérieux. Amy est de nature agitée, toujours en train de jouer avec son téléphone, d'enrouler ses cheveux autour de son doigt, d'ajuster ses vêtements, de taper du pied. Quand elle devient complètement immobile comme ça, quelque chose de gros arrive. J'ai réfléchi à notre situation de vie, a-t-elle commencé, d'une voix calme, mesurée, et définitivement répétée. J'ai attendu. Rien de bon ne suit jamais cette phrase dans une relation. C'est ma maison, aussi. Je vis ici depuis plus d'1 an maintenant. J'ai des droits. Je n'ai sincèrement pas compris où elle voulait en venir. Nous n'avions jamais eu de problème avec l'arrangement de vie auparavant. Jamais disputé à propos de l'espace, des règles de la maison ou de quoi que ce soit de ce genre. Des droits à quoi? À cet appartement? À des capitaux propres? À la sécurité? Je contribue à ce ménage et je mérite une reconnaissance pour cela. J'étais confus. Genre sincèrement, complètement confus. Tu ne paies pas de loyer. Tu paies quelques courses et la moitié de la facture d'électricité. De quels capitaux propres parles-tu? C'est exactement mon point, a-t-elle dit, en croisant les bras défensivement. La partie répétée commençait vraiment maintenant.
Je pouvais le dire à sa façon de parler. Trop formelle, comme si elle avait pratiqué ce discours exact. Je t'ai fourni de la main-d'œuvre gratuite, cuisiner, nettoyer, le soutien émotionnel, gérer notre calendrier social, coordonner avec nos deux familles, entretenir tout ce ménage. Cela a une vraie valeur. Une valeur monétaire réelle. J'ai décidé que je te faisais payer un loyer maintenant. $800 par mois. C'est seulement juste, compte tenu de tout ce que je fais. J'ai vraiment éclaté de rire. J'ai cru qu'elle plaisantait. Comme si c'était peut-être une farce bizarre que Rachel lui avait fait faire pour TikTok ou quelque chose comme ça. Elle ne riait pas en retour. Je suis tout à fait sérieuse à ce sujet, a-t-elle continué, sa voix devenant plus ferme. Rachel dit que je subventionne essentiellement tout ton mode de vie en ne demandant pas de compensation financière pour mes contributions. Pense-y logiquement. Si tu engageais quelqu'un pour faire ce que je fais, cuisiner tes repas, nettoyer ta maison, fournir un travail émotionnel et une gestion relationnelle, tu le paierais bien plus que $800 par mois. C'est mon appartement, aussi, et tu dois commencer à me payer pour le privilège de vivre avec moi. Laissez-moi faire une pause ici, pour clarifier quelque chose d'extrêmement important, car cette partie compte pour le contexte. Amy ne cuisine pas. Pas vraiment. Elle se fait un smoothie protéiné le matin ou assemble un sandwich basique pour le déjeuner, mais de la vraie cuisine? J'en fais environ 70% au minimum. Je prépare les repas tous les dimanches où je fais du poulet, du riz, des légumes pour la semaine, les dîners pendant la semaine quand nous sommes tous les deux à la maison, le petit déjeuner le week-end, bacon, tout le tralala. Elle aide parfois, généralement en coupant des légumes ou en mettant la table, mais c'est à peu près tout. Et le nettoyage? Elle passe l'aspirateur dans le salon peut-être une fois par semaine si j'ai de la chance. Elle essuie les comptoirs de la cuisine de temps en temps quand elle s'en souvient. C'est tout. Je fais les salles de bain chaque semaine parce qu'elle dit que les produits chimiques de nettoyage dérangent sa peau sensible. Je fais tous les sols parce qu'elle n'aime pas passer la serpillière. Je fais le nettoyage approfondi de la cuisine chaque week-end parce que c'est moi qui cuisine et qui fait la plupart des dégâts de toute façon. Quant au soutien émotionnel et à la gestion de la relation, cela s'appelle être dans une relation normale. C'est ce que les partenaires font l'un pour l'autre en tant qu'être humain de base. J'écoute ces drames de travail sur les patients et les problèmes d'assurance. Je me souviens de l'anniversaire de sa mère et de l'anniversaire de mariage de son père. Je l'aide à choisir des cadeaux pour les mariages et les baby showers de ses amis. Elle fait des choses similaires pour moi. Ce n'est pas un travail que l'on facture. C'est une connexion humaine et un partenariat de base. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit lentement, en m'assurant de comprendre exactement ce qu'elle disait. Tu veux que je te paie $800 par mois pour vivre dans mon propre appartement? L'appartement que je possède personnellement? Que j'ai payé 3 années complètes avant même de te rencontrer? C'est notre appartement maintenant. Je vis ici à temps plein. J'ai établi des droits de locataire à ce stade. Et oui, tu devrais absolument me compenser financièrement. Rachel m'a montré plusieurs articles à ce sujet, sur la façon dont le travail domestique des femmes est systématiquement sous-évalué dans les relations, et comment nous devons nous défendre financièrement ou nous nous ferons exploiter. C'était Rachel qui parlait à 100%. Absolument aucun doute. Amy n'avait jamais utilisé une seule fois en 2 ans des phrases comme « travail domestique » ou « nous défendre financièrement » ou systématiquement sous-évalué dans une conversation normale de sa vie auparavant. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper des notes dans mon application Notes. Date, heure exacte, ces mots exacts. Proposition commerciale intéressante. Je vais certainement devoir y réfléchir attentivement. Elle semblait sincèrement satisfaite de cette réponse. Elle a même souri un peu, comme si elle avait remporté une sorte de victoire. Elle s'est levée du fauteuil et est allée directement dans la chambre. J'ai entendu la douche s'allumer quelques minutes plus tard. Elle envoyait probablement des SMS à Rachel pour lui dire à quel point ça s'était bien passé. Je suis resté assis sur le canapé, le match de basket toujours en sourdine sur l'écran, en train de traiter ce qui venait littéralement de se passer. Ma fiancée, la femme à qui j'avais demandé de m'épouser il y a 3 mois avec une bague à $6 000, venait d'exiger que je lui paie un loyer dans ma propre maison. La maison pour laquelle j'avais travaillé comme un forcené pour la posséder entièrement. La maison que j'avais passé des années à retaper de mes 2 mains. La maison pour laquelle j'avais sacrifié des vacances, de nouvelles voitures et de bons dîners au restaurant pour la payer plus tôt. Et elle pensait sincèrement qu'elle avait gagné quelque chose.
Elle pensait que j'allais vraiment m'asseoir ici et envisager sérieusement de lui payer 800 $ par mois pour le privilège d'exister dans ma propre propriété. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Le lendemain matin, j'ai appelé mon pote Trevor à 8 heures pile. Nous sommes allés à la faculté de droit ensemble notre première année, avant que je ne passe au commerce lors de ma deuxième année. J'ai réalisé que je détestais absolument les aspects théoriques du droit, mais que j'aimais le côté pratique des affaires et des contrats. Trevor a tenu bon, a passé le barreau du premier coup, et fait maintenant du droit immobilier à temps plein. Surtout des litiges propriétaires-locataires, des contrats immobiliers, des expulsions, des contrats de bail. Le gars connaît ce truc sur le bout des doigts. Il a probablement traité 500 cas à ce jour. Je lui ai expliqué toute la situation. Chaque détail. La demande initiale de loyer, l'influence évidente de la sœur, la revendication des droits de locataire, tout ça. Je lui ai lu les notes exactes que j'avais prises sur mon téléphone. Il a ri pendant 30 bonnes secondes d'affilée. Un rire profond et sincère. Le genre qu'on ne peut absolument pas simuler. Elle veut te faire payer un loyer dans ta propre propriété? Ta propriété que tu possèdes libre et claire? C'est créatif. C'est vraiment la chose la plus créative que j'ai entendue de toute l'année. Et je gère des situations ridicules entre propriétaires et locataires littéralement tous les jours. Quelles sont mes options juridiques réelles ici, en parlant de manière réaliste? Eh bien, a-t-il dit, et je pouvais l'entendre s'installer en mode avocat complet au téléphone. Juridiquement parlant, elle est ce qu'on appelle une locataire sans bail, tenant at will, dans cet état. Pas de bail écrit formel, pas de durée spécifiée, pas d'accord signé. Elle vit essentiellement là à ta complète discrétion. Mais parce qu'elle vit là depuis plus d'1 an et qu'elle reçoit probablement du courrier à cette adresse, elle a techniquement des droits de locataire très basiques en vertu de la loi de l'État. Donc, je ne peux pas juste changer les serrures demain et mettre toutes ses affaires sur le trottoir? Correct. Ce serait une expulsion illégale. Et elle pourrait absolument te poursuivre pour dommages et intérêts, et probablement gagner. Mais voici la belle chose à propos de cette situation. Si elle veut en faire un arrangement commercial formel, tu peux absolument en faire un arrangement commercial formel en retour. Ce qui signifie quoi exactement? Ce qui signifie que tu peux rédiger un véritable contrat de bail légitime. Loyer au prix du marché, premier mois, dernier mois, dépôt de garantie complet, toutes les conditions standards qui accompagnent un contrat de location professionnelle. Si elle veut jouer au propriétaire et au locataire avec toi, elle peut jouer selon les vraies règles, les règles légales légitimes, pas n'importe quelle bêtise inventée sur TikTok que sa sœur lui a probablement montré sur les réseaux sociaux. Je pouvais sentir un sourire commencer à se dessiner sur mon visage. Et si elle refuse de le signer? Alors tu lui donnes un préavis approprié pour quitter les lieux. 30 jours dans la plupart des circonstances pour les locataires sans bail. Si elle ne part toujours pas après un préavis approprié, tu déposes une demande d'expulsion formelle auprès du tribunal. Avec une documentation claire de son refus d'une offre de bail raisonnable et de ses demandes complètement déraisonnables, tu gagnerais ce cas assez facilement. Les juges n'ont aucune patience pour les gens qui essaient de jouer avec le système ou de faire des demandes ridicules. Combien je te dois pour cette consultation? Rien du tout. C'est du pur divertissement pour moi. Je vais absolument raconter cette histoire à la réunion de l'ordre des avocats le mois prochain. Tout le monde va adorer. Tiens-moi juste au courant de l'évolution de la situation. Je lui ai fait rédiger un contrat de bail en bonne et due forme cet après-midi-là. Ça lui a pris peut-être 2h30 au total. Il m'a envoyé le premier brouillon complet vers 15h30. Un contrat de bail résidentiel professionnel standard pour un appartement de 2 chambres dans notre immeuble spécifique. Il a sorti des annonces comparables des autres unités actuellement sur le marché dans notre immeuble. 2 unités étaient listées à 3,4 cents, une à 3,350 $. Il a fixé le prix du mien de manière prudente à 3,2 cents, pour être totalement juste et défendable. Durée de bail standard d'1 an. Loyer du premier mois dû à la signature, 3,2 cents. Loyer du dernier mois dû à la signature, 3,2 cents. Dépôt de garantie égal à 1 mois de loyer, 3,2 cents. Montant total dû à la signature, 9,6 cents. Clause normale d'usure. Règles standards concernant les modifications de la propriété sans l'approbation du propriétaire. Politique concernant les invités et limites pour les visiteurs de nuit. Restriction de bruit et heures de silence.
Responsabilité d'entretien clairement énoncée, tout ce que vous attendriez dans tout contrat de bail professionnel d'une société de gestion immobilière légitime. Il a même inclus un langage détaillé spécifique concernant les biens personnels. Le locataire reconnaît que certains appareils électroniques, meubles et objets personnels actuellement dans l'unité sont la propriété exclusive du propriétaire et ne sont pas inclus dans le cadre de cet accord de location. Le locataire accepte explicitement de ne pas enlever, déplacer ou interférer de toute autre manière avec les biens personnels clairement marqués du propriétaire. Cette clause était spécifiquement pour l'incident de la PlayStation, que j'étais à peu près certain de voir arriver à un moment donné. Trevor me connaît beaucoup trop bien après toutes ces années. C'est absolument magnifique, lui ai-je dit au téléphone après l'avoir examiné. Sincèrement parfait. J'ai même ajouté une clause spécifique concernant sa sœur, aucun invité ne peut séjourner dans l'unité pendant plus de 48 heures consécutives sans l'approbation écrite préalable et explicite du propriétaire, juste au cas où Rachel déciderait d'emménager et de causer des problèmes. Tu es un génie du mal. Tu le sais? Je préfère le terme avocat minutieux. Ça sonne beaucoup mieux professionnellement. J'ai imprimé 3 copies complètes sur du papier premium. Une pour qu'elle la garde, une pour mes dossiers personnels, une pour les archives de Trevor. Je les ai mises dans une enveloppe en papier craft approprié, avec toute la documentation et les pièces jointes requises. Ensuite, j'ai appelé un huissier professionnel pour gérer la livraison. Le type s'appelait Donald. Il fait de la signification d'actes depuis plus de 20 ans dans la ville. On aurait dit qu'il avait sincèrement absolument tout vu à ce stade. Quand je lui ai expliqué ce que j'avais besoin de faire signifier exactement et le contexte, il a réellement gloussé. Votre petit ami a vraiment essayé de vous faire payer un loyer chez vous? Fiancé techniquement, pour l'instant en tout cas. Aïe. Ouais, je peux définitivement signifier ça vendredi soir si ce timing vous convient. Je facture un forfait de 75 $ pour une signification standard dans les limites de la ville. C'est absolument parfait. 3 jours plus tard, le vendredi soir, tout était parfaitement en place. J'avais joué la carte de la décontraction toute la semaine, agissant normalement, n'en parlant pas, laissant Amy penser que j'envisageais sérieusement sa demande ridicule. Elle avait même commencé à parler ouvertement de la façon dont elle prévoyait de dépenser l'argent de son loyer, de nouveaux vêtements de chez Nordstrom, peut-être un week-end à Miami avec Rachel, mettre à niveau son iPhone vers le modèle le plus récent. Je me suis assuré d'être commodément aux toilettes quand la sonnette a retenti à exactement 18h47. Tu peux aller ouvrir, ai-je crié de derrière la porte fermée, en minuterie parfaite. Elle a ouvert la porte de l'appartement. Depuis la salle de bain, je pouvais entendre clairement la voix nette et professionnelle de Donald. Amy Patterson? Oui, c'est moi. Vous êtes assigné. Passez une bonne soirée, madame. Je suis sorti de la salle de bain environ 10 secondes plus tard, en m'essuyant nonchalamment les mains sur une serviette pour faire de l'effet, juste à temps pour la voir debout, figée dans l'embrasure de la porte. L'enveloppe craft serrée dans ses 2 mains. Donald était déjà à mi-chemin du couloir vers l'ascenseur, se dirigeant probablement directement vers sa voiture. Ce type est un professionnel absolu. Amy était juste là, à fixer l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. C'était le genre légal officiel. Papier craft jaune épais, son nom complet tapé parfaitement sur le devant, le sceau du notaire clairement visible à travers la fenêtre en plastique transparent. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne l'ouvres-tu pas pour le découvrir? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait soigneusement l'enveloppe, sortait le contrat de bail, et commençait à lire la première page. Ses yeux s'écarquillaient progressivement. Elle a tourné à la 2e page. Son visage a commencé à passer par de vraies couleurs. Rouge, puis blanc, puis cette étrange teinte grisâtre pâle. C'est un vrai contrat de bail. Un vrai contrat de bail légal. Elle m'a regardé, un choc sincère sur le visage. Tu essaies de me faire payer 3,2 cents par mois de loyer? Prix du marché pour un appartement de 2 chambres dans cet immeuble spécifique. Tu peux vérifier les comparables toi-même si tu veux. Les unités 4B et 7A sont toutes deux actuellement listées en ce moment à 3,4 cents par mois. Je suis en fait assez généreux en te facturant 200 $ en dessous du taux actuel du marché. Elle a feuilleté plus de pages frénétiquement, son doigt s'arrêtant sur la section du résumé financier. Ça dit premier mois, dernier mois, et un dépôt de garantie complet. C'est presque 10,000 $ au total. 9,6 cents pour être mathématiquement exact. Des conditions de bail complètement standards.
Tu voulais un arrangement commercial entre nous. Voici ton arrangement commercial. Professionnel, légal, complètement réglo et défendable. Mais je suis ta fiancée, et apparemment, je suis ton propriétaire maintenant. Tes mots exacts, pas les miens. Tu as explicitement dit que c'est ton appartement, aussi. Et tu voulais établir des conditions financières claires pour notre arrangement de vie. Les voici, toutes éplées bien clairement dans un langage juridique approprié. Elle parcourait frénétiquement les pages, cherchant clairement une sorte d'échappatoire ou d'erreur. C'est insensé. Tu ne peux pas vraiment faire ça. En fait, je le peux absolument. Mon avocat a rédigé le tout cette semaine. C'est complètement légal et exécutoire. Tu as exactement 30 jours pour soit signer le bail et fournir le montant total de la caution, soit quitter les lieux entièrement. Tout est expliqué en détail dans la section 2.3. Si tu veux la lire. Quitter les lieux. Tu me mets littéralement à la porte. Je te donne un choix simple. Tu voulais traiter notre maison comme une transaction commerciale froide. Parfaitement bien. Voici la transaction éplée en termes juridiques. Signe-le et paie, ou trouve un autre endroit où vivre. L'économie de marché libre et tout ça. Mais nous sommes censés nous marier dans 8 mois. J'ai marché délibérément vers le comptoir de la cuisine, j'ai enlevé ma bague de fiançailles, celle qui correspondait parfaitement à la sienne, une partie de l'ensemble assorti pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois pour l'acheter chez un vrai bijoutier. Je l'ai juste glissé lentement hors de mon doigt et je l'ai posé sur le comptoir en granit. Elle a fait un petit bruit de cliquetis distinct dans l'appartement silencieux. Le sommes-nous vraiment? Parce que les gens qui sont censés se marier n'essaient généralement pas d'extorquer des paiements de loyer à leurs partenaires dans leur propre propriété. Elle a commencé à pleurer immédiatement. De gros sanglots. Les pages du bail glissant littéralement de ses mains tremblantes et s'éparpillant sur le sol. Un mode effondrement complet se produisant juste là. Le mascara coulant sur son visage. Ce truc de pleurs moche où tout votre visage se plisse. Sanglotant sur le fait que j'étais délibérément cruel envers elle. Comment je déformais malicieusement ses paroles. Comment elle n'avait jamais vraiment pensé tout cela sérieusement. Comment ça n'était pas censé se passer comme ça du tout. Tu m'as littéralement dit, mot pour mot absolu, que tu me faisais payer un loyer et que je devais te payer pour le privilège de vivre avec toi dans mon propre appartement. Celui que je possède personnellement. Celui pour lequel j'ai travaillé comme un forcené pendant des années pour le payer. Ai-je mal compris ce que tu as dit d'une manière ou d'une autre? J'étais juste. Rachel a dit que je devrais. Ta sœur. Comme c'est intéressant. Peut-être que ta merveilleuse sœur peut t'aider à trouver les 9,6 cents, puisqu'elle a clairement toutes les réponses sur la façon dont les relations engagées devraient fonctionner. 2 divorces de sagesse juste là. Cela l'a fait pleurer encore plus fort, plus bruyamment. Mais j'en avais complètement fini à ce stade. Absolument fini. Elle avait franchi une ligne dont on ne peut tout simplement pas revenir. Le week-end a été tendu et silencieux. Elle est à peine sortie de la chambre. Je l'ai entendue au téléphone constamment avec Rachel et sa mère. Beaucoup de pleurs, beaucoup de déclarations dramatiques sur à quel point j'étais horrible. Lundi matin, Linda s'est présentée. La mère d'Amy. Une femme douce normalement. Elle m'a toujours bien aimé, mais elle était clairement là pour défendre sa fille. Nous devons parler de cela comme des adultes raisonnables, a-t-elle dit après Camille l'ait laissé entrer. Je suis tout à fait d'accord. Où est votre fille? Elle est dans la chambre. Elle est dévastée. Dans la chambre d'Amy? Celle dans mon appartement que je possède? Elle a soupiré lourdement. Tu vas vraiment continuer à être comme ça? Être comme quoi exactement? Être précis sur la propriété immobilière? Être hostile et mesquin. Madame, avec tout le respect que je vous dois, votre fille a exigé que je lui paie 800 $ par mois pour vivre dans ma propre maison. Ensuite, quand je lui ai présenté un contrat de bail légal au taux du marché, elle prétend être la victime ici. J'ai été remarquablement patient, en fait. Elle a peur. Elle a l'impression de n'avoir aucune sécurité, aucun avenir stable. Elle allait se marier avec moi dans 8 mois, dans une maison que je possède totalement, sans hypothèque, sans dette, sans aucune préoccupation financière. Elle avait une sécurité totale et un avenir stable. Elle a personnellement jeté tout ça parce que votre autre fille l'a convaincue qu'elle méritait d'extraire de l'argent de moi.
Le visage de Linda a vacillé avec quelque chose. De l'embarras, peut-être. Elle savait. Rachel a toujours été déterminée et opiniâtre. Rachel a dit à sa sœur d'extorquer de l'argent de loyer à son fiancé. Ce n'est pas être déterminé. C'est financièrement délirant. Et maintenant, votre fille va finir célibataire et sans abri parce qu'elle a écouté de terribles conseils. Tu pourrais encore arranger toute cette situation. Déchire juste ce bail. Pardonne son erreur. Avance. Et ensuite, que se passe-t-il? Nous nous marions l'année prochaine et elle essaie exactement la même chose à nouveau. Peut-être avec une maison que nous achetons ensemble, peut-être avec mes comptes de retraite. Où cela s'arrête-t-il exactement? Pas de réponse à cela. Il lui reste 27 jours, ai-je dit fermement. Elle peut signer le bail et rester ici en tant que locataire payante. Elle peut partir volontairement, ou elle peut attendre que je passe par une procédure d'expulsion formelle. Ce sont les 3 options disponibles. La situation a empiré progressivement au cours des 2 semaines suivantes. Elle a tout essayé. Au jour 11, je suis rentré du travail pour trouver que plusieurs de mes documents personnels avaient été mystérieusement réorganisés. Les déclarations d'impôts des 3 dernières années, les relevés bancaires, l'acte de propriété réelle de l'appartement, tous déplacés de mon classeur verrouillé vers divers endroits aléatoires. Elle prétendait qu'elle faisait un grand nettoyage et qu'elle les avait mis en lieu sûr. Je les ai finalement trouvés fourrés dans une boîte en carton poussée au fond du placard du couloir. Elle cherchait clairement quelque chose de spécifique, espérant peut-être trouver la preuve que j'avais une dette cachée ou que je ne possédais pas vraiment l'endroit entièrement comme je le prétendais. Au jour 13, Rachel a commencé à m'envoyer des SMS de plus en plus hostiles, de longs messages décousus de plusieurs paragraphes sur la façon dont j'étais financièrement abusif, contrôlant et manipulateur, et comment Amy méritait tellement mieux que moi. J'ai fait une capture d'écran de chaque message sans répondre à aucun d'entre eux. Au jour 15. Amy a essayé d'organiser un dîner non autorisé dans mon appartement sans même demander. Je suis rentré à 19h pour trouver 4 de ses amis dans mon salon, mangeant de la nourriture que j'avais achetée, utilisant ma vaisselle et mes couverts, faisant comme chez eux. Elle essayait apparemment d'établir une sorte de présence communautaire pour rendre plus difficile pour moi de l'expulser. Je suis entré calmement, j'ai évalué la situation pendant environ 10 secondes, puis j'ai commencé méthodiquement à transporter les coussins du canapé dans ma chambre. Juste les enlever un par un pendant que tout le monde était assis là à regarder dans un silence confus. « Qu'est-ce que tu fais ?» a finalement demandé l'un de ses amis. « J'enlève mes meubles de l'espace commun. Vous êtes tous les bienvenus pour vous asseoir par terre si vous souhaitez rester. » La fête s'est terminée dans les 5 minutes. Au jour 17. Elle a accidentellement cassé ma cafetière. Ma belle machine à expresso Breville qui a coûté $250. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, elle a juste haussé les épaules nonchalamment. Les choses cassent parfois. Pas de problème. Je vais juste l'ajouter à ta note courante. Quelle note? Le total courant des choses que tu vas me devoir quand tout cela sera fini. Nous en sommes actuellement à 37,8 $ en valeur de logement gratuit que tu n'as pas gagné sur 14 mois, plus $250 pour la cafetière que tu viens de détruire. Dois-je continuer avec la liste? Le jour 29 est enfin arrivé. La date limite officielle. J'avais passé les 2 dernières semaines à être méticuleusement raisonnable et documenté. Chaque interaction soigneusement enregistrée. Chaque éclat de sa part capturé sur l'enregistreur vocal de mon téléphone, chaque tentative d'endommager la propriété soigneusement photographiée. J'avais un dossier entier sur mon ordinateur portable étiqueté preuve qui devenait inquiétant par sa taille. Plus de 200 photos et environ 6 heures d'audio. Mon avocat, Trevor, avait déposé l'avis d'expulsion formelle au jour 22, lui donnant le préavis légalement requis de 7 jours pour quitter les lieux, puisqu'elle n'avait jamais eu de bail formel et était donc locataire sans bail en vertu de la loi de l'État. Elle pouvait certainement contester cela au tribunal si elle le voulait, mais elle aurait besoin d'engager son propre avocat et de payer les frais de dépôt. Et sur la base de tout ce que j'avais soigneusement documenté, elle perdrait lourdement. Le matin du 29e jour, je mangeais mon petit déjeuner normal, des œufs brouillés et des toasts, quand elle est finalement sortie de la chambre d'Amy. Elle avait l'air absolument épuisée. Des cernes sous les 2 yeux, les cheveux gras et non lavés, portant le même pantalon de survêtement qu'elle avait depuis 3 jours. « Je ne quitte pas cet appartement », a-t-elle déclaré platement. « Je sais que tu ne peux pas m'y obliger légalement. » En fait, je le peux absolument.
Le bureau du shérif sera ici à 14 heures précises cet après-midi pour te faire sortir physiquement si tu es toujours présente. J'ai déposé tous les papiers appropriés la semaine dernière. Son visage est devenu complètement blanc. Tu me fais arrêter? Pas arrêter. Expulsé de la propriété. Il y a une différence juridique significative. Tu as refusé de partir volontairement. Tu as délibérément endommagé ma propriété. Tu m'as harcelé dans ma propre maison pendant 2 semaines d'affilée. C'est la conséquence juridique naturelle. Je leur dirai que tu m'as maltraité. Tu peux certainement essayer ça si tu veux. J'ai 2 semaines complètes de preuves minutieusement documentées montrant que tu as cassé ma cafetière à $250 délibérément, que tu t'es enfermé dans une pièce avec des milliers de dollars de mon matériel électronique, que tu as organisé des fêtes non autorisées chez moi avec des étrangers, que tu as fouillé dans mes documents personnels confidentiels, et que tu m'as menacé à plusieurs reprises. Tu as quoi exactement? Le fait que je t'ai demandé de payer un loyer au prix du marché ou de quitter ma propriété. Ils me croiront de toute façon. Ils croient toujours la femme dans ces situations. Peut-être au début, mais ils examineront aussi les preuves réelles. Et les preuves montrent clairement que tu as essayé d'extorquer de l'argent de loyer à ton fiancé dans sa propre maison, puis que tu as refusé de partir quand il a mis fin à la relation. Ce n'est pas de la violence domestique. C'est une rupture avec une squatteuse qui se croit tout permis. Elle a recommencé à pleurer. À ce stade, j'y étais complètement immunisé. Tu as absolument tout gâché, a-t-elle sangloté dramatiquement. Nous étions censés nous marier. Nous étions censés avoir cette vie incroyable ensemble. Tu as tout gâché toi-même. Toi, avec les terribles conseils de ta sœur, tes exigences ridicules et tes faux droits de locataire. Je t'ai donné une maison gratuite, un véritable partenariat, un avenir stable. Tu voulais plus d'argent à la place. Je voulais juste une sécurité financière de base. Tu avais la sécurité, une sécurité totale. Tu l'as jeté pour $800 par mois que tu n'aurais jamais réellement collecté de toute façon. Linda est arrivée vers midi avec des cartons et du ruban adhésif. Elle ne m'a pas dit un seul mot. Elle a juste aidé sa fille à emballer ses affaires efficacement. Rachel est venue aussi, naturellement. Elle avait beaucoup de choses à me dire. Tu es un monstre absolu, m'a-t-elle dit venimeusement. Tu l'as complètement détruite. Elle s'est détruite elle-même. Tu as juste aidé avec de terribles conseils. Comment peux-tu être si froid et sans cœur? Comment peux-tu dire à ta propre sœur d'extorquer de l'argent de loyer à son fiancé, et ensuite faire semblant d'être surprise quand ça se retourne complètement contre elle? Pas de réponse à cette question. Elles étaient complètement parties à 13h30. Je me suis tenu sur le pas de ma porte et je les ai regardées charger le dernier carton dans le SUV de Rachel en bas sur le parking. Amy ne s'est pas retournée une seule fois. Linda l'a fait cependant, juste pendant une brève seconde. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Un véritable embarras, peut-être même de la honte. Elle savait. Elle avait toujours su que sa fille avait poussé le bouchon beaucoup trop loin. Elle ne pouvait juste pas l'admettre à voix haute. Voici les conséquences. La bague de fiançailles. Celle que je lui avais donnée il y a 3 mois. Je l'ai redemandée immédiatement. Elle a refusé au début. Rachel a dit qu'elle était légitimement la sienne quoi qu'il arrive. J'ai demandé à Trevor d'envoyer une lettre officielle expliquant que dans notre État, une bague de fiançailles est légalement considérée comme un cadeau conditionnel qui doit être restitué si les fiançailles prennent fin, surtout lorsque le destinataire est clairement en faute. Je l'ai récupéré 3 semaines plus tard par courrier recommandé. Je l'ai revendu au bijoutier pour 4,2 cents. J'ai encaissé la perte. Le coût total de sa vie avec moi, complètement sans loyer pendant 14 mois, était d'environ 44,8 cents en valeur locative au taux du marché. Le coût de la cafetière qu'elle a délibérément cassée était de 250 $. Le coût du serrurier pour changer les serrures était de 185 $. Les frais juridiques pour Trevor étaient de 1,2 cents. Est-ce que ça valait chaque centime? Absolument. Certaines personnes m'ont demandé si elle me manquait vraiment. Honnêtement, celle que je croyais qu'elle était me manque. La version d'elle qui existait avant que Rachel n'empoisonne son esprit me manque. Mais cette personne n'a peut-être jamais été réelle au départ. Ce qui ne me manque absolument pas, c'est de marcher sur des œufs constamment, en me demandant quelle nouvelle exigence viendrait ensuite. Avoir l'impression que ma propre maison n'était plus vraiment la mienne.
l'appartement semble différent maintenant. Plus calme, plus vide, mais aussi complètement à moi de nouveau. Vraiment à moi. Pour la première fois en 14 mois, je peux m'asseoir sur mon propre canapé dans ma propre maison sans m'inquiéter que quelqu'un me tende une facture pour ce privilège. Quelques jours après son départ, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Il s'est avéré que c'était le mari actuel de Rachel, de toutes les personnes. Et mec, je voulais juste dire que j'ai entendu ce qui s'est passé entre vous deux. Ma femme me rebat les oreilles avec exactement les mêmes trucs depuis des années maintenant. Me faire payer un loyer, exiger des parts, toutes ces bêtises. Je lui ai dit que si elle essayait un jour vraiment, je ferais exactement ce que tu as fait. Tu as absolument fait ce qu'il fallait. Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai gardé ce message. Le propre mari de Rachel complotait apparemment son évasion. Certains schémas sont vraiment universels. Quant à moi, je vais sincèrement bien. Je traite encore tout ça. Je m'adapte encore à avoir mon espace complètement récupéré. Je trouve encore occasionnellement ces affaires dans des coins bizarres. Un élastique à cheveux derrière le lavabo de la salle de bain. Un chargeur de téléphone sous les coussins du canapé. De petits rappels de ce qui a failli être. Mais surtout, je suis juste soulagé, parce que si elle avait fait exactement le même coup après que nous ayons été réellement mariés avec des biens communs, avec des propriétés mêlées, avec des réclamations légales légitimes sur ma maison, cela aurait été 100 fois pire, peut-être même 1000 fois pire. Elle m'a en fait rendu un énorme service, quand on y pense. Elle m'a montré exactement qui elle était vraiment avant qu'il ne soit trop tard pour s'échapper proprement. Et tout ce que ça m'a coûté, c'est une cafetière et quelques frais juridiques. Les gens dans les commentaires posent des questions sur la bague et ce qui lui est arrivé spécifiquement. Voici le truc. Cette bague représentait environ 3 mois d'économie de ma part. Pas parce que je ne pouvais pas me le permettre directement, mais parce que je voulais bien faire les choses. Je suis allé chez un vrai bijoutier, pas une chaîne de magasins au centre commercial. J'ai choisi le diamant moi-même. Je les ai fait le monter sur de l'or blanc parce que c'est ce qu'elle avait mentionné aimer une fois en passant, environ 6 mois auparavant. Tout le processus a pris du temps. Plusieurs visites pour regarder différentes pierres, comprendre la clarté et la coupe et tous ces trucs que je ne pensais jamais avoir besoin de savoir. Le bijoutier était ce type plus âgé, probablement au milieu de la soixantaine, qui était dans le métier depuis 40 ans. Il m'a en fait dissuadé d'aller vers plus gros et plus voyant. Il a dit que la qualité de la pierre comptait plus que la taille. Il m'a appris à regarder réellement un diamant à la loupe. Il m'a montré la différence entre une bonne coupe et une médiocre. Quand je l'ai finalement récupérée, il l'a mise dans cette belle boîte en bois avec une petite carte qui avait des instructions d'entretien. Il m'a félicité. Il a dit qu'il pouvait voir que j'y avais vraiment réfléchi. Il m'a demandé comment je prévoyais de faire ma demande. Je lui ai dit que je pensais au matin de Noël chez ses parents. Il a souri. Il a dit que ça semblait parfait. Que la présence de sa famille rendrait cela spécial. Il m'a souhaité bonne chance. Je n'ai jamais pu le faire de cette façon. J'ai fait ma demande 3 mois plus tard lors d'un dîner normal, parce qu'elle n'arrêtait pas de lancer des allusions qu'elle s'inquiétait que je ne sois pas sérieux à propos de la relation. J'aurais dû reconnaître cela comme un signal d'alarme juste là. Quand je la lui ai revendue après que tout se soit passé, il m'a reconnu immédiatement. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a posé aucune question. Il a juste examiné la bague, m'a donné un prix juste, et m'a serré la main. Il a dit qu'il était désolé que ça n'ait pas marché. Il m'a dit qu'il avait vu ça arriver auparavant, plus de fois qu'il ne voudrait le compter. Cette conversation m'est restée. Ce type était dans le commerce de la bijouterie depuis des décennies, avait probablement vendu des milliers de bagues de fiançailles, et il avait vu assez de fiançailles ratées pour ne même plus être surpris. Juste un autre risque professionnel du métier. Ma mère a appelé la semaine dernière. Elle avait entendu par la bande probablement de Linda, elles sont dans le même club de lecture ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'elle soit contrariée, qu'elle me dise que j'aurais dû être plus compréhensif, plus disposé à faire des compromis. Au lieu de cela, elle a dit, tant mieux pour toi. Juste comme ça. Elle a dit qu'elle avait toujours bien aimé Amy, mais qu'elle avait remarqué quelques signaux d'alarme lors des dîners de famille. La façon dont elle faisait de petits commentaires sur l'argent, sur qui payait quoi, sur le fait de tenir les comptes. Elle a dit qu'elle s'était inquiétée mais ne voulait rien dire parce que je semblais heureux. Elle m'a dit que mon père serait fier. Il est décédé il y a 5 ans d'une crise cardiaque, bien trop jeune à 58 ans.
Mais il m'avait toujours appris à tenir bon, à ne pas laisser les gens me marcher dessus juste pour garder la paix. Maman a dit que c'était exactement le genre de situation où papa m'aurait dit de rester ferme. Cela a signifié plus que je ne m'y attendais. Avoir l'approbation de ma mère là-dessus, savoir qu'elle avait vu clair dans le jeu d'amis, même quand j'étais trop proche pour le voir clairement moi-même, le travail va mieux, aussi. Plus concentré, moins distrait. J'avais dépensé beaucoup trop d'énergie mentale au cours des derniers mois à gérer les humeurs d'amis, l'influence de sa sœur et tout le drame. Maintenant, je peux réellement me concentrer sur mon travail. Mon directeur a même commenté que je semblais plus vif ces derniers temps, plus au top des choses.